Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre la différence entre le courant alternatif et le courant continu. Qu'est-ce que c'est que le courant alternatif? Le courant alternatif, en général, c'est le courant que les services publics nous fournissent. Par exemple, en France, EDF nous fournit 230 volts, 50 Hz dans les maisons, pour ceux qui n'en ont pas besoin de triphasé. Et le courant continu, c'est fourni par des sources donc, comme piles, batteries, etc. et qui aussi donc, sont générées à partir de sources de courant alternatifs dans nos machines, comme ordinateur, téléphone portable, radio, chaîne Hi-Fi, télé, etc. Nous avons besoin du courant continu pour faire des calculs précis dans nos cartes électroniques. Dans cette vidéo, nous avons deux sources de tension. Une alternative, 14 volts, efficace, qui vient du secteur, après avoir bien sûr été transformée en 14 volts à partir d'une source de 230 volts sur la prise, et une batterie qui me génère 12 volts courant continu. Pour visualiser l'image de ces deux tensions dans le temps, j'ai branché deux appareils en parallèle. Un voltmètre à aiguille, qui me donne donc la tension moyenne que je vais donc pouvoir mesurer aux bornes des deux sources, et l'oscilloscope qui me donnera l'image de cette tension dans le temps. Voici les symboles couramment utilisés pour le courant continu et le courant alternatif. Ici, dans mon cas, c'est une petite batterie de 12 volts 1,3 ampères. Donc, la tension et la force électromotrice de la batterie, donc, je les ai écrites en majuscules, parce qu'elles sont censées rester donc constantes dans le temps. Et le courant alternatif, par contre, j'ai besoin de savoir la tension efficace, la fréquence, et dans le temps, je sais que cette valeur, la tension, n'est pas toujours la même. Elle évolue suivant une formule, Umax multiplié par sinus θ dθ. Umax ici correspond à 325 volts, c'est 230 volts fois 1,414, qui est égal à racine de 2, 1,414. Donc dans le temps, j'aurai donc bien une tension petit u de t qui n'est pas la même du tout. Et on verra que 230 volts, attention, ça correspond à 650 volts crête à crête. Attention, c'est très très dangereux de toucher une prise de 230 volts, enfin une source de tension de 230 volts. Lorsque vous n'avez pas un transport de séparation, vous êtes soumis à 650 volts crête à crête. C'est très très dangereux. L'homme peut résister jusqu'à maximum 50 volts efficaces, c'est-à-dire 140 volts crête à crête. Et en continu, on peut résister jusqu'à 120 volts. On verra ça beaucoup plus tard, lorsque l'on viendra donc expliquer la dangerosité du courant électrique dans le corps humain. Voici les représentations graphiques de ces deux types de courants. Le courant continu DC et le courant alternatif AC. Pour le courant continu, nous avons donc une tension fixe, constante. U de t dans le temps, c'est U moyenne, U efficace, si vous voulez, égale constante. Par contre, en alternatif, cette tension varie. Ça part de 0 volts à maximum, donc Umax. Ça descend donc à 0 volts de nouveau, et ça descend jusqu'à moins Umax, et ça revient à 0. Donc, cela représente une période. Donc, soit donc grand T qui est égal à 0,02 secondes en France, ce qui correspond à 50 Hz, ou alors donc en fait un cercle donc angulaire de pi. Donc on va dire que donc la tension a effectué donc un cycle lorsqu'elle va faire un tour. En fait, c'est la position de notre aimant permanent qui tourne en face d'un stateur dans lequel il y a une tension induite lorsque donc cet aimant est mis en mouvement. Lorsque cet aimant fait 50 tours, eh bien en fait ça fait 50 Hz. Et aux bornes de notre stateur, donc la bobine de stateur plutôt, on va trouver donc une induction de tension de cette forme, où U de t est égal à donc Umax multiplié par sinus θ dθ. Pour voir donc le comportement de nos appareils, voltmètre et oscilloscope,
Lorsque l'on va les soumettre à une tension alternative ou une tension continue, je vous propose ce montage. Voilà, un transfo de 134 volts et une batterie de 12 volts. En appuyant sur le bouton S1, je verrai donc ce qui se passe du côté alternatif. Sur le voltmètre, je lirai la tension moyenne et sur l'oscilloscope, je verrai l'image de la tension. Et en appuyant sur le bouton S2, je verrai donc la tension moyenne, maximum, efficace, c'est toute la même chose pour une batterie, sur le voltmètre et l'image de la tension sur l'oscilloscope. Vous allez voir que c'est très intéressant. Le voltmètre, ici à aiguille, ne va pas réagir pour le courant alternatif parce que le courant, enfin la tension moyenne d'une tension alternative, c'est 0 volts. On verra comment on arrive à mesurer une tension efficace et qu'est-ce que c'est qu'une tension efficace par rapport à une tension efficace d'une batterie, tout ça. Voilà, je viens de réaliser le montage. On va d'abord voir ce qui se passe pour le courant continu 12 volts en appuyant sur le bouton S1. Mon voltmètre à aiguille réagit, il me donne bien entre 12 et 13 volts. Une tension donc moyenne, une tension efficace, une tension maximum, etc. Et l'oscilloscope réagit donc sur un seul carreau et un petit peu dépassé, donc à peu près 12 volts. Voilà. J'ai 10 volts par carreau, donc c'est légèrement supérieur au premier carreau. Dans le temps, donc le courant est continu. On va voir maintenant ce qui se passe du côté alternatif sur le bouton S2. Voilà, j'ai donc l'image de la tension alternative. Par contre, la valeur mesurée est égale à 0 volts. Mon voltmètre ne réagit pas. 0 volts. Comment cela se fait? Eh bien, le voltmètre à aiguille, en fait, dedans, il n'y a aucun redressement, il n'y a aucun calibrage, il n'y a aucun mode de calibrage, DC-AC. Donc, du coup, ce voltmètre ne peut mesurer qu'une tension moyenne. C'est normal. Il y a autant de positifs que de négatifs, et ça se passe tellement rapide, 50 fois par seconde, que le voltmètre ne peut rien afficher. Pour afficher donc une tension efficace, c'est-à-dire donc la tension qui donnerait le même résultat en courant alternatif, avec la même tension, eh bien je dois avoir un voltmètre qui mesure une tension efficace. On va enlever donc ce voltmètre, on va mettre un voltmètre qui peut mesurer une tension efficace, une tension alternative. Pour cela, je prends donc ce voltmètre, sur lequel je peux faire des réglages donc alternatifs, continus, etc. Donc le calibrage par contre, il se fait automatiquement. Voilà, donc en courant alternatif, AC auto, je vais appuyer maintenant donc sur le bouton qui me donne l'image du courant alternatif. Ah, donc voilà, j'ai bien donc 13,65 volts, à peu près 14 volts, comme le transfo me le donnait sur sa plaque signalétique. À peu près 14 volts. Si je mets donc en mode continu le voltmètre, vous allez voir, il va me donner aussi 0 volts. J'ai bien l'image de la tension, mais par contre la valeur mesurée est 0 volts. Comment cela se fait? On verra tout ça donc avec les calculs. Voici une étude rapide du courant alternatif. Le courant alternatif, il a une allure comme celle-ci. Une sinusoïde donc positive dans la première alternance, c'est-à-dire t sur 2, jusqu'à la moitié de la période. Et de la moitié de la période jusqu'à la période, on a une alternance négative. Et le tout donc est exprimé comme cette formule, U de t est égal à U max multiplié par sinus θ dθ. Voilà, la tension efficace, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la tension ici, donc qui est égale à la tension maximum divisée par racine de 2, en fait, qui correspond à une tension correspondante en continu qui donnerait la même efficacité dans un dipôle, par exemple, résistif. Pour pouvoir mettre en évidence ces différentes notions, valeur efficace, valeur maximum, etc., je vous propose ce montage. Donc, un pont redresseur qui est attaqué par un transfo 14 volts et un condensateur, je pourrais donc à volonté brancher ou débrancher. Et en parallèle, bien sûr, un oscilloscope avec un voltmètre à aiguille et un voltmètre numérique. J'ai deux voltmètres là. Donc, lorsque je vais appuyer sur le bouton S, on aura la tension efficace, c'est-à-dire, voilà, donc ici, l'aiguille de voltmètre, en fait, il va vibrer, donc à une position moyenne, qui sera donc la tension efficace.
égale à la tension maximum, divisé par le racine carrée de 2. Et lorsque je vais donc mettre en parallèle le condensateur avec ce circuit, j'aurai bien évidemment la tension maximum. Comme il n'y a pas de charge, donc la tension va rester au maximum, donc après avoir été redressée par ces diodes. On va négliger bien sûr pour notre montage les tensions de seuil des diodes. On va négliger, mais par contre vous verrez que sur les voltmètres, ça va donc montrer son importance. On n'aura donc pas tout à fait les valeurs calculées, théoriques, mais on va donc déduire bien sûr les tensions de seuil de ces diodes, qui est à peu près 0,7 volts. Voilà, donc tension maximum, tension efficace sur deux alternances redressées. Passons maintenant au montage. Voici donc le montage qui me permet de visualiser les deux valeurs, tension maximum et tension efficace. Le bouton S n'est pas actionné, donc le condensateur est débranché du reste du circuit. Il n'a donc aucune fonction actuellement. Alors, sur l'oscilloscope, j'ai bien l'allure d'un redressement double alternance. Avec le voltmètre à aiguille, j'ai une tension efficace de à peu près 12 volts. Le numérique, il m'indique 11,2 volts. Bon, prenons une moyenne entre les deux en fait, 11,5 à 11,78 volts peut-être. Parce qu'il y a aussi le seuil de ces diodes qui est quand même de 1,4 volts sur les deux diodes. C'est 0,7 volts par diode. Alors ça joue aussi. Disons qu'on a à peu près 12 volts. Lorsque je vais appuyer donc sur ce bouton, je mettrai donc le condensateur en parallèle avec les oscilloscopes et avec la sortie du pont des diodes. J'aurai donc la tension maximum. La tension maximum est censée être cette valeur de 12 volts à peu près par 1,4. Donc qu'est-ce qu'on a? Voltmètre à aiguille, il dépasse donc les bornes. On ne sait pas ce que ça donne. Par contre, ici, on est censé avoir voilà, 18,3 volts à peu près 19 volts. Voilà. C'est-à-dire que crête à crête, sur une tension efficace affichée à peu près donc 14 volts, j'ai presque 2 fois 18, 37 volts à peu près. Attention, attention, lorsque vous manipulez un circuit, un alternatif, la tension efficace c'est une chose, mais la tension crête à crête à laquelle vous allez être soumis, c'est vraiment, vraiment très important. C'est 2 fois 1,4 qui est égal à racine de 2 bien sûr. Lorsque vous manipulez donc un appareil, vous touchez donc un fil alimenté en 230 volts, c'est comme si vous touchiez 650 volts. Très 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 dangereux. Voilà. La tension efficace maximum que l'on peut supporter en alternatif en tant qu'être humain, c'est 50 volts, qui correspond à peu près à 140 volts crête à crête. En continu, bien sûr, ça commence à 120 volts, le seuil de dangerosité pour l'être humain. Voilà, donc j'ai la tension efficace et là, la tension maximum, 18,5 volts. On a bien vérifié donc toutes nos notions de valeur efficace, moyenne, et puis tension maximum. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la et puis partagez-la. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je pensais que j'allais faire une vidéo très simple, finalement. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que les autres vidéos. Finalement, donc, c'est important d'étudier ces deux courants auxquels donc on fait face tous les jours. Dans nos machines, dans nos appareils quotidiens de tous les jours que l'on met dans la poche, en courant continu, et lorsque l'on branche au secteur, c'est du courant alternatif. Attention, dès que c'est le secteur, dès que ça dépasse 50 volts efficace, c'est très très dangereux. Donc méfiez-vous. À bientôt.